Je m'appelle Tassien Moussabimana. Je suis belge d'origine rwandaise. Je suis arrivé ici en Belgique il y a 25 ans. Depuis, je travaille ici. Je m'appelle Chandra Karemano. J'ai quitté le Rwanda en mars 1995. Je me suis installé en Belgique avec toute ma famille en décembre 1996. J'ai 3 enfants. Le plus jeune avait 13 ans en 1994. Je m'appelle Umurerwa Marie-Aimable, je suis rwandaise, mais de nationalité belge. J'ai 4 enfants et j'ai 2 petits-enfants. Et je suis en Belgique depuis 1996. Je suis né le 27 septembre 1990 au Rwanda, à Gisenyi. Je suis un jeune Rwandais. Je suis arrivé en Belgique en 2001 et j'ai fait mes études primaires ici, secondaires et universitaires ici, et je suis devenu informaticien. Bonjour, je m'appelle Marie-Aimée, j'ai 29 ans et je suis arrivée en Belgique à l'âge de 4 ans, donc il y a 25 ans maintenant. Alors moi c'est Sandrine, j'ai 23 ans, je suis étudiante et je suis née en Belgique. Si je parle souvent du génocide avec mes enfants, c'est pas évident. J'en parle beaucoup plus avec des amis, avec des gens qui passent à la maison. Les enfants, quand ils sont là, évidemment, ils suivent. Mais sinon, en parler directement, c'est pas souvent. J'ai eu 1 ou 2 fois l'occasion d'en parler. Bon, ça a été ça, mais c'est pas un sujet dont nous parlons assez souvent. En Belgique, en famille, nous parlions de tout, sauf de tout ce que nous avions vécu en 1994 et 1995. Nous l'avions décidé ainsi parce que, disions-nous, c'était la meilleure façon de garder la quiétude familiale. Ça dépend, je pense que je ne m'assis pas avec les enfants. Allez, venez, je vais vous parler du passé. Mes parents n'ont pas eu le temps de me parler de mon passé parce que ils sont partis très tôt. Oui, j'aurais voulu savoir plus. Mes parents ne me parlent pas directement de leur passé. On en entend surtout parler, moi et mes sœurs, lors du dîner avec des amis, lorsqu'ils évoquent justement les événements de 94, ce qui leur ont amené à fuir, comment ils l'ont fait, etc. Qui partagent un petit peu leur vécu personnel par rapport à ce passé-là. Sinon, ça leur est arrivé d'évoquer ce passé lorsqu'on leur a directement formulé la question, mais il y avait toujours un contexte précis. C'était dans le cadre, je ne sais pas, de l'établissement d'un arbre généalogique ou parce que on m'avait moi-même posé des questions dessus, alors voilà. Mais sinon, d'eux-mêmes, ils n'en parlent pas de manière spontanée avec nous. Il y a toujours un contexte. Avec leurs amis, ils en parlent très très souvent. Donc dès qu'ils sont entre Rwandais, la discussion en vient toujours ou très très régulièrement à tout ce qui est la question du génocide, que ce soit avant, pendant ou après en fait. On va pas se mentir, on ne se parle pas directement du passé, tout ce qui est lié au génocide. C'est plus, quand il y a des amis qui viennent à la maison, ils discutent entre eux, donc je capte des conversations. Mais jamais on s'est assis et on s'est dit « Ok, viens, je vais te raconter mon histoire ou quoi ». Je pense qu'en fait, au final, je connais même pas trop leur histoire ou que je connais que le moment où ils sont arrivés en Belgique, en fait. Si j'aurais aimé en savoir plus, sincèrement, je sais pas. Parce que y a tout ce tabou, je pense, qui est encore lié au génocide. Donc c'est un peu au moins j'en sais et au mieux je me porte. Pour pas faire d'erreur, on ne sait pas si je me retrouve en contact avec des gens pour qui le génocide c'est encore douloureux, j'ai pas envie de mettre les plats dedans aussi. Donc
Sincèrement, je sais pas. Je pense maintenant, avec le recul, à 23 ans, maintenant qu'on parle des 25 ans du génocide, là, j'aimerais bien le savoir, mais avant, je pense que peut-être aussi j'étais trop jeune pour entendre tous les récits de guerre, et même quand j'entends maintenant, ça reste... on se dit oui, c'est dur, quoi. Donc je pense que jusqu'à présent, je me porte bien en sachant un peu, en fait. Je ne pense pas avoir eu accès à d'autres sources d'informations que ce que puissent me raconter mes parents sur leur propre passé. Donc, je n'ai pas forcément de vidéos ou de photos ou alors de discussions avec d'autres personnes qui ont connu mes parents à cette époque-là. Non. C'est vrai que c'est plutôt... La discussion est difficile à engager, non pas parce que c'est forcément tabou, mais parce que peut-être ils n'ont pas forcément envie d'en parler avec nous, c'est ce que je présume, ou que nous, on n'en voit pas toujours la nécessité. C'est un effet culturel. En fait, au Rwanda, la relation parent-enfant, c'est relativement une relation hiérarchique. Et les enfants n'osent pas souvent aborder les parents. Et les parents, ils considèrent les enfants comme des petits, enfin, ils ne sont pas à leur niveau pour parler des questions aussi importantes. C'était certainement une erreur, mais je pense que c'est plus lié à un élément culturel. Je savais que le meilleur moyen de soigner le traumatisme, c'est d'en parler. D'autre part, à l'extérieur, je répondais facilement aux sollicitations de qui voulait écouter mon témoignage. En 2001, j'ai décidé de mettre par écrit mon histoire. Je l'ai écrit, j'ai parlé de tout, sans tabou. À la fin, je me suis senti soulagé. J'ai fait lire mon récit par des amis qui m'ont conseillé de le publier. C'est plutôt avec mes amis et mes amis. C'est surtout avec mes amis et les autres familles qui sont grands-parents. Pour l'instant, on en parlait vraiment beaucoup. Mes enfants n'ont pas mon histoire. La première histoire, c'est la mienne, mais mes enfants, ils ont leur histoire. Mais quand je parle avec les gens qui sont de ma génération, on partage quand même quelque chose de commun, de cette histoire-là. Mais mes enfants, ils subissent, c'est pas leur histoire. Donc, je suis plus à l'aise à parler avec les gens de ma génération. Je pense que les jeunes entre eux en parlent. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est ce qu'ils voient dans les médias. C'est ce que le copain sait. Mais ce n'est pas vraiment la vraie histoire. Mais peut-être qu'ils ramènent cette histoire à leur niveau, mais ils en parlent entre eux. Alors, avec mes amis, je dirais que je n'en parle pas. C'est une très bonne question. Et je n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas du tout, alors que je côtoie souvent des personnes de mon âge, où on a la même culture, sûrement le même vécu, mais on n'en parle pas, en fait. Je ne sais même pas si ça nous vient à l'esprit. En fait, ça ne nous vient pas à l'esprit de parler du vécu de chacun des uns et des autres à ce moment précis de l'histoire, en 94, que ce soit pour les Rwandais ou les Burundais que je côtoie. En tout cas, on n'en parle pas, mais on parle plus de notre vécu en tant que jeunes ayant une double culture européenne et africaine et installée en Belgique, disons. On parle plus de ça et des difficultés auxquelles on fait face. La culture rwandaise, ça reste une culture de non-dit en général, en fait. Pour tout. Par exemple, si on prend une relation de couple, on ne le saura pas avant qu'il y ait les fiançailles, par exemple. Donc, on a toujours été éduqués comme ça, donc on a cette relation où on ne dit pas les choses, et encore moins quand c'est privé. Donc, je pense que même entre eux, ils n'en parlent pas beaucoup. Moi, personnellement, je n'en parle pas avec les autres. J'ai aussi fait le choix de ne pas en parler. On parle peut-être plus des questions actuelles, liées aux tensions actuelles au Rwanda, au Burundi ou autres, mais par rapport au génocide en lui-même, non. Si le génocide a un impact sur la vie des jeunes aujourd'hui, sûrement.
Je ne saurais pas trop l'identifier, mais cet impact est là, dans ce sens que chaque enfant, quand il est dehors, on va lui demander tu es de quelle origine, par exemple. Il va dire je suis d'origine rwandaise. Et vous êtes Hutu ou Tutsi, les enfants ne savent pas trop. Ce qui fait que des fois ils sont rejetés parce qu'ils tombent dans un groupe donné qui ne devrait pas. Ça, c'est cet impact-là. Et de notre côté, on va leur demander de parler un peu sur une histoire qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas la leur au juste. Et ils ne savent pas avancer non plus avec des manquements. Il y a ça s'appelle comment, des boules qui manquent. Et tant que ça manque, l'enfant ne saura pas avancer comme il faut. Dans un monde où on ne le considère pas comme belge, mais où on le considère comme rwandais. Maintenant, il y a aussi les parents qui disent à leurs enfants, ça je le dis, qui les éduquent en fonction en disant « Oh, telle famille, ils étaient comme ça à l'époque, donc il ne faut pas trop les côtoyer, ce n'est pas une bonne famille. » Et donc ça influence les jeunes qui sont en train de s'envoler. Alors oui, le passé, qu'il soit dit ou non dit, impacte de toute façon la génération suivante. Parce qu'elle a toujours des conséquences. Le passé, ce n'est pas le présent, bien sûr, mais il a une grande influence sur la manière dont chacun va évoluer, quoi. Mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est que ça influence beaucoup de gens parce que chacun réagit différemment à son passé. Et le passé est différent pour les uns et les autres, même si c'est autour d'un même contexte. Mais il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y en a qui s'en sortent moins bien parce qu'on leur en a pas parlé, justement. Je ne sais pas expliquer de manière concrète en quoi ça impacte le présent, mais ça l'impacte quoi qu'il arrive. Parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, on va quand même si on n'a pas eu la connaissance de son passé, on va quand même se poser des questions. Peut-être pas maintenant, peut-être pas 25 ans après, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, quand on y sera confronté d'une autre manière. Peut-être par nos propres enfants, tout simplement. Oui, ce passé, j'allais dire récent, c'est quand même 25 ans, a toujours un impact sur moi. D'abord du fait que j'ai dû quitter le pays. Ça veut dire que je ne suis pas en relation avec ma famille qui est restée là. Bon, moi j'ai la chance d'y retourner régulièrement, donc et quand même je vois la famille, mais c'est la voir, c'est pas vivre avec elle. La guerre, le génocide au Rwanda m'a montré que rien n'est acquis. Et donc ma vie de tous les jours, je vis avec. Je me dis, le lendemain je peux partir. Par rapport à mon vécu et à tous ces problèmes que nous avons vécus, la guerre, le génocide, la fuite, l'installation ici en Belgique, ce sont des éléments assez importants que normalement, moi je les connais parce que je les ai vécus. Est-ce que mes enfants le savent? Oui, ils savent qu'on a dû fuir à cause de la guerre, à cause du génocide, etc. Mais tout ce qui est derrière, ce n'est pas évident qu'ils le savent. On ne sait pas transmettre quelque chose que tu ne sais pas expliquer. Et nos enfants nous demandent toujours peuvent demander des explications. Et tant que tu ne sais pas répondre, je pense que c'est difficile. Deuxièmement, c'est honteux. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est tellement honteux. Il y a une crainte, c'est de la folie. Et on a honte de transmettre de la folie. Au niveau 3, il y a quelque chose qu'on transmet sans savoir. Notre agir à nous, la façon de se comporter, la façon de parler, la façon de manger, la façon de vivre. Cette transmission-là se fait, mais inconsciemment. Mais il y en a qui se font quand même. Certaines générations, les anciennes générations, par exemple, sont d'avant moi, ils avaient difficile déjà d'en parler. Aujourd'hui, ma génération, on a fait un pas déjà, on en parle. Mais la nouvelle génération, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils ne connaissent pas l'histoire? Pour ce qui est de la transmission de la mémoire autour du génocide et du ressenti de chacun, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème de transmission. Déjà, il y a une difficulté d'en parler, que ce soit avec des personnes de confiance,
que ce soit avec des amis, de la famille ou même je dirais qu'avec des personnes extérieures, c'est même plus facile d'en parler avec des gens qui n'ont aucune notion de ce que ça a été, qui n'ont pas ce vécu-là, que ce soit de manière directe ou indirecte. Parce que c'est comme un petit peu raconter une histoire à quelqu'un, c'est très bizarre, mais c'est beaucoup plus facile d'en parler avec quelqu'un d'autre que d'en parler avec quelqu'un qui l'a vécu. Parce qu'on sent la douleur parfois, la peine que la personne ressent, et peut-être qu'on n'a pas forcément envie de partager un moment pareil avec les gens. En priorité, ce qu'on veut partager avec les gens, c'est la joie, la bonne humeur, etc. Ce n'est pas forcément les mauvais moments, mais je pense que c'est de là d'où résulte la difficulté dans l'exercice de la transmission, justement, de l'histoire. Moi, je pense qu'il y a un problème de transmission, mais c'est avant tout un problème de communication. Je pense que chacun a envie de transmettre le bon et le négatif de son vécu, de son parcours, mais le problème, c'est comment l'aborder. Souvent, les gens ne savent pas comment l'introduire, comment introduire ce sujet. Et souvent, la personne qui se pose des questions ne sait même pas comment formuler ce questionnement. De peur peut-être de la réponse qu'on peut obtenir ou de la manière dont ce sera perçu. Je pense qu'en fait, le problème, c'est que le génocide, ça reste l'air de rien un sujet actuel. En tout cas, au niveau politique, on sent qu'il y a encore des tensions, même si je ne comprends pas trop ce qui se passe. On sent qu'il y a quand même des tensions et que c'est encore douloureux, donc la parole ne se délie pas. Et c'est aussi pour ça que je ne cherche pas à savoir, en fait, parce que je me dis, si la parole ne se délie pas, c'est que c'est encore trop fragile et trop délicat que d'en parler. Mais je pense, oui, qu'il y a un problème. Et je pense qu'elle vient... Bon, il y a plusieurs générations, on va dire, mais qu'elle vient de la génération première qui l'a vécu, des adultes qui l'ont vécu, qui, eux, n'osent pas parler, qui n'osent pas raconter leur vécu. Et du coup, juste, nous, on a décidé, enfin, entre guillemets, certains ont décidé de faire avec et de juste pas se renseigner. D'autres ont décidé de chercher par eux-mêmes et au final, c'est beaucoup plus douloureux, mais il y a clairement un problème de transmission. Et c'est là où je dis, nous comme parents, nous comme adultes, nous devrions peut-être faire un effort de trouver des stratégies, des moments, des espaces, de parler quand même du Rwanda, de notre histoire, et en faisant ainsi, on amène aussi les enfants à comprendre que le Rwanda, c'est leur pays, qu'il ne doit pas y avoir de rupture, même s'ils sont belges, mais aussi ils sont rwandais. Si je devrais donner un message à ma génération de 60 ans, essayez de parler avec les enfants. Parce que moi, personnellement, je vivais avec des parents qui m'aimaient énormément, mais on ne parlait pas des histoires du pays. Ce qui fait que j'ai grandi naïvement. Et au moment où je devais dire quelque chose à mes enfants, c'est-à-dire que je n'avais pas une base assez solide. Oui, je me suis créé quelque chose, mais je n'avais pas une base assez solide. Et je dirais, nos parents, c'était des parents enseignants. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais ce n'étaient pas des parents discutants. Nous vivons, pour l'instant, du moins ceux qui vivent en Occident, sont des parents qui vivent dans un système où les parents-enfants discutent. Nous devons apprendre ça, à discuter avec nos enfants. Je pense que c'est la seule, c'est pas une réponse, c'est la seule, le souhait, quoi. C'est que les parents de ma génération essayent de discuter, de parler avec les enfants. Et au lieu d'enseigner. Si j'avais un message à faire passer aux anciennes générations, c'est d'oser parler, en fait, tout simplement. Bon, c'est facile à dire quand on n'est pas à la place, mais c'est vraiment de se dire que, voilà, si on comprend bien d'autres conflits, c'est parce qu'on a des témoignages, c'est parce qu'on a quelque chose sur quoi se baser. Et ici, juste, c'est un flou total. On a l'histoire, globale, mais on n'a vraiment pas le vécu de chacun. Donc, en fait, on ne peut pas se positionner non plus. On ne peut pas voir, comme on dit, le juste milieu. On entend souvent ou tout méchant, tout si gentil, mais on n'a pas tout ce qu'il y a entre, toutes les nuances. Donc oui, il faudrait oser parler, oser délier. Et aux générations futures, je dirais justement que c'est, comme je l'ai dit, la génération charnière qui peut annuler tout ce
toutes ces tensions, toute cette haine et remettre tout à zéro et commencer le processus de réconciliation. Parce que personnellement, je pense que le processus de réconciliation ne commencera pas avec la génération qui a vécu le génocide, parce que c'est trop ancré. Il y en a qui y arriveront, mais tout le monde ne pourra pas. Et c'est que, voilà, quand une première vague sera passée, quand on aura compris les histoires, quand on aura compris les nuances, que tout le monde n'est pas gentil, que tout le monde n'est pas méchant, que tout n'est pas noir ou blanc, qu'il y a une zone d'ombre, qu'il y a du gris, quoi, c'est là où on pourra dire, OK, ben, on décide juste de faire avec, d'aller de l'avant et d'oublier un peu le passé, ou du moins d'avancer avec le passé. Ce que je donnerais comme conseil aux jeunes, c'est vraiment d'essayer de savoir le maximum qu'ils peuvent savoir de leurs parents, de leurs amis, savoir de ce qu'ils lisent ici à gauche, à droite, mais surtout de savoir que c'est une histoire multiple, très, très, très clivée, que vraiment ils prennent le temps d'essayer de comprendre, d'analyser pour ne pas tout gober d'un milieu ou d'un autre, mais vraiment d'avoir un peu de recul, surtout qu'ils n'ont pas vécu ça, pour se construire une personnalité qui ne soit pas vraiment alignée à un camp ou un autre, personne a des camps très clivés. Il est possible de casser ce cycle, oui. Donc ce cycle de transmettre la haine à chaque fois dans les générations. Oui, il est très possible.